Moi, je pourrais employer un mot très fort de dire que c'est une honte d'avoir 4000 juges sur 35 millions d'habitants par jour. Ça va éventuellement créer ce que j'ai appelé dans pas mal d'entretiens avec vos confrères un apartheid judiciaire. Moi, je pense qu'il faudra partir de nos propres besoins. Nous nous Ne rien inspirons. copier sur personne. Il ne faut jamais rien copier sur personne, et d'ailleurs c'est valable pour l'ensemble, pour tous les sujets. Maître, ça fait, entre parenthèses, ça fait une éternité qu'on parle de la réforme de la justice, comme on parle de la réforme de l'éducation. Est-ce que, d'après vous, c'est un secteur irréformable? Et pourquoi ça coince? En définitive, rien n'est irréformable, mais la justice, évidemment, est un pilier de la démocratie et de l'état de droit. Donc les sensibilités institutionnelles sont de mise, et il faut bien sûr rester prudent parce que cela mobilise des divergences en matière de courant de pensée, cela aussi mobilise des équilibres institutionnels, cela aussi mobilise des relations intercorporatisme. Les corporations participent à la production judiciaire, et bien sûr, philosophiquement, qu'est-ce qu'on veut comme rôle pour la justice? Il faut, à mon avis, d'abord répondre à ces objectifs. Est-ce que c'est une justice autoritaire? Est-ce que c'est une justice qui voudrait aller dans le sens de garantir la paix civile? Est-ce que c'est une justice qui voudrait vraiment s'inscrire dans une logique d'équité? Ou bien est-ce que c'est une justice de façade? Ou bien qu'est-ce qu'on veut de cette justice? Et à partir de là, bien évidemment, on fait et on met en place toutes les déclinaisons. Il y a eu bien sûr des réponses positives à l'appel populaire depuis des décennies du mouvement des droits de l'homme, des partis progressistes issus du mouvement national, sur de grands principes comme l'indépendance de la justice, comme l'état de droit, et donc les différentes constitutions ont repris cela, notamment la constitution de 2011 qui a plus ou moins triomphé à cette idée d'indépendance de la justice par la création d'un pouvoir judiciaire. Et ceci dit, il y a une question qui se pose aussi, est-ce que nous avions vraiment besoin d'une indépendance du ministère public? Parce que le ministère public, comme vous le savez, par exemple, applique la politique pénale. Mais il ne l'élabore pas, parce qu'une politique pénale est une politique publique, à l'instar de la politique économique ou de la politique sociale ou de la politique culturelle ou de la politique extérieure. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, en tant que citoyen ou en tant qu'acteur, est-ce que nous savons, par exemple, sur cette année 2024, quelle est la politique pénale du Maroc? Je pense que personne ne pourra répondre à cette question. Nous savons plus ou moins quelles sont les grandes directives ou les grandes directions de la loi de finances en matière économique, mais personne ne sait quelle est la direction de la politique pénale. Nous pouvons deviner, de par la pratique pénale, que par exemple, nous sommes sur la lutte anticorruption, éventuellement avec 86 à peu près grands dossiers. C'est de ce qu'on pourrait appeler une opération main propre qui se déroule actuellement. Parlementaire, ancien président de commune en exercice. Effectivement, on a pour créer il y a des institutions fondamentales dans une nation qui ont besoin de confiance, notamment la démocratie, l'investissement et l'économie et le marché. Donc pour avoir de la confiance, le vecteur producteur de confiance, c'est la justice, indéniablement. Donc à partir de là, effectivement, une lutte anticorruption, comme vous l'avez appelé, l'opération main propre, en empruntant cette expression du coup de filet qu'avait opéré l'Italie par rapport à la mafia italienne en 1992, dont certains juges ont laissé leur vie, comme le juge Falcone éventuellement. Effectivement, c'est un exercice nécessaire, périlleux, risqué, mais très utile pour le pays. Maintenant, est-ce que cela s'inscrit dans une politique pénale? Il faudra qu'on puisse avoir des institutions qui arrivent à nous présenter un programme de politique pénale qui serait éventuellement non pas sous contrôle,
mais sous observation et accompagnement des institutions constitutionnelles, à l'instar du législateur. Dans l'ancien système, avant la loi 33-17 qui a donné l'indépendance du ministère public, qui, entre parenthèses, est considérée par la Cour de cassation comme un pouvoir, la Cour de cassation française comme un pouvoir administratif et non un pouvoir judiciaire, a été au Maroc avant 2017 sous l'égide du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice fait partie théoriquement d'un gouvernement et donc présente une politique pénale aux représentants, bien sûr, de la nation au sein d'un parlement, et donc des questions écrites, orales, des orientations, des contrôles, des observations, etc., des garde-fous. Aujourd'hui, on n'a pas. Nous n'avons absolument pas de moyens d'orienter, d'interpeller, de vérifier, d'examiner l'exercice de ce ministère public. Donc on devine. Parfois, c'est les infractions de presse qui font florès sur une durabilité d'une année, par exemple. Cette fois, on voit que c'est une lutte anticorruption. C'est très bien. Une autre fois, on verra que peut-être c'est une lutte antiterroriste. Une autre fois, on verra que c'est une lutte anti-stupéfiants. Mais cela doit être éventuellement institutionnalisé. Il y a aussi confusion des genres. Lorsqu'on a la bonne volonté de nous inscrire dans le cadre d'une réforme judiciaire, il faudra qu'on s'inscrive dans ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Il y a la séparation classique des pouvoirs à partir du législatif, exécutif et judiciaire, mais à l'intérieur du pouvoir judiciaire, il faudra peut-être envisager certaines séparations. Il n'y a absolument aucune raison à ce que, par exemple, un conseil supérieur du pouvoir judiciaire voit siéger en son sein un représentant du parquet, à condition qu'il y ait un représentant de la défense. En l'absence d'un représentant de la défense, nous comprenons que le pouvoir judiciaire veut éventuellement garder le monopole et la plénitude de son siège à l'intérieur de cette institution. Donc là, c'est comme s'il y avait une confusion de genre entre le pouvoir de poursuite et le pouvoir de jugement, sans qu'il y ait la défense au sein de cette structure qui devrait normalement être tripartite, et cela est antinomique avec une certaine idée de la justice. Il y a d'autres types de séparation qui doivent s'opérer, notamment la question de la poursuite, de l'opportunité des poursuites qui est donnée au ministère public. Moi, en tant qu'avocat praticien, en tant qu'aussi universitaire qui réfléchit à ce genre de questions, je n'ai jamais compris comment est-ce qu'on pouvait être jugé partie à la fois, dans le sens où je représente l'ordre public, donc je considère par exemple qu'il y a un crime ou un délit sécrété par la société, et en même temps je procède à l'arrestation le temps que ce groupe d'individus soit jugé. Donc on est en train éventuellement d'installer un système où nous sommes en train de punir avant de juger, ce qui est une infraction à l'idée même de l'état de droit et de démocratie, et ce qui renvoie... On revient s'il vous plaît à un autre point. Le Parlement, la commission permanente de la justice, de la législation vient de valider le projet de loi sur les libertés, sur les peines alternatives. Vous en pensez quoi? C'est une bonne chose. Je pense que dans l'ensemble, philosophiquement, c'est un pas, j'emprunterai un langage astrologique, c'est un pas vers l'humanité qui effectivement permet de nous inscrire dans une nouvelle politique pénale telle que théorisée par Beccaria ou Lombroso au début du siècle ou à la fin du 19e siècle. Mais cela ne doit pas être un îlot d'espérance au sein d'un système qui ne triomphe pas forcément à la même idée. C'est-à-dire que c'est un tout. Quand il y a une réforme, effectivement, qui voudrait triompher à une certaine idée, il faut qu'il y ait une réforme globale. Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait, dans le cadre du mécanisme d'application des peines, lorsqu'on parle du mécanisme d'application des peines, ça veut dire on parle à la fin, le traitement de la fin d'un procès. Il y a aussi un problème au début, c'est celui de la détention préventive. Donc aujourd'hui, nous avons 48%, c'est une statistique du ministère public qui fait de très très bons rapports, de très bons travaux en matière de statistiques, en matière de
de lecture sociologique des délits et des peines et de la population carcérale, 48% de la population carcérale est une population en détention préventive. Cela voudra dire qu'il est incarcéré avant même d'être jugé. Donc lorsqu'on parle des peines alternatives, oui, c'est une très bonne chose. Maintenant, cela est appliqué à des personnes qui ont été jugées définitivement, par rapport, bien sûr, à des délits qui ne sont pas majeurs, de type terrorisme, de type pédophilie, etc. Donc des délits moyens, ce qu'on appelle des délits correctionnels. Et donc, il y a des mesures comme les travaux d'intérêt général, le bracelet électronique ou bien l'amende journalière. Non, il y a des technicités. Comment est-ce qu'on applique une amende journalière? Par exemple, en entendant dire par le gouvernement que c'est un 2000 dirhams par jour, ça va éventuellement créer ce que j'ai appelé dans pas mal d'entretien avec vos confrères, un apartheid judiciaire, c'est-à-dire que ça va être une justice pour les riches lorsque un criminel en col blanc qui aurait détourné un fonds ou un dépôt dans le cadre d'un maniement de fonds arrivera à payer cette amende alors que quelqu'un qui aurait volé le pneu d'une voiture serait lui en incapacité éventuellement de faire ce troc de ces journées de détention contre une somme d'argent. Donc cela doit être quand même bien réfléchi, justement dans la direction d'une justice populaire, dans la direction de répondre à la paix civile. Ce n'est pas, encore une fois, Maroc SA, c'est le royaume du Maroc. Donc c'est un pays avec ses déterminismes historiques, avec ses vagues sociologiques, avec sa dialectique matérialiste. Il ne faut pas prendre ça pour une entreprise. Nous ne sommes pas dans la négociation d'une défiscalisation, nous ne sommes pas dans la négociation d'un abattement, nous ne sommes pas dans la négociation d'un dégrèvement, nous sommes en train de traiter les libertés et les droits de l'homme. Donc il n'y a pas qu'une logique économique dans le traitement de tout, hein, mais il y a aussi une logique humaine, pour ne pas dire une logique sociale. En l'espèce, nous ne sommes pas dans le social, nous sommes tout simplement dans l'humain et dans le bon sens, et dans la création de conditions favorables d'une stabilité durable. Donc oui, c'est une bonne mesure, mais il faudra en déceler quelques technicités. Donc, est-ce que nous avons un juge d'application des peines? Encore une fois, le ministère public est en charge de l'application des peines, ce qui n'est pas, encore une fois, ce qui ne répond pas à l'idée de la séparation. Il faudra un mécanisme de justice indépendante de l'application des peines qui va statuer justement sur qui a le mérite d'être dans un système de peine alternative, qui a le mérite d'avoir un bracelet électronique, qui ne l'a pas, etc. Il faudra une justice indépendante, encore une fois, du procureur qui a le pouvoir de la détention préventive, ce qu'on appelle un juge de la liberté de la détention, qui, une fois le procureur va décider qu'un individu aurait manqué à l'ordre public, serait en infraction, eh bien sa mise en détention provisoire doit être donnée et attribuée à un juge indépendant, aussi bien du siège, donc qui va condamner à une peine d'emprisonnement, et indépendant du parquet qui va statuer que sur le sujet de la détention préventive ou non. Donc là, il y a une espèce de saucissonnage ou de compartimentation du procès qui permet d'abord, pour des raisons d'efficacité, de mieux rendre la justice, pour des raisons d'efficacité, de décongestionner le travail des différents acteurs pour qu'ils puissent mieux se concentrer, et puis, en définitive, de répondre à des questions de surpopulation carcérale. Tout à l'heure, on parlait de professionnels de la justice et on a évoqué les magistrats. Est-ce que vous jugez que nous manquons beaucoup de juges? Je parle aussi de charge de travail. Les avocats, historiquement, ont toujours été d'abord les avocats des magistrats. C'est-à-dire que lorsqu'on a obtenu l'indépendance de la justice, c'est grâce aux avocats que ça s'est fait, vu que les confrères dans la magistrature sont soumis à ce qu'on appelle l'obligation de réserve. Mais moi, je pourrais employer un mot très fort, de dire que c'est une honte d'avoir 4000 juges sur 35 millions d'habitants. Qui traite l'ensemble des centaines et des millions de dossiers qui circulent dans les tribunaux. Je parle de la justice pénale et de la justice civile. Vous imaginez qu'un procureur
un substitut du procureur dans un tribunal d'une ville, d'une grande ville, peut traiter jusqu'à 1200 dossiers par an, en matière d'opportunité des poursuites, en matière d'enquête, en matière de... ce qui est absolument anormal. Imaginez qu'un magistrat, dans une chambre criminelle, nous parlons des infractions qui sont passibles d'un emprisonnement de plus de 5 ans. Nous sommes dans les plus graves sécrétions de la société qui doivent être traitées éventuellement de manière extrêmement sérieuse. Que des magistrats puissent traiter jusqu'à 500 à 600 dossiers par an. Nous ne sommes plus dans une justice, ça devient une usine. Et donc à partir de là, on peut tomber dans l'expéditif. On peut tomber dans l'expéditif et effectivement c'est une atteinte qui, entre parenthèses, est même prévue par le droit marocain. Parce que le droit marocain détermine les conditions dans lesquelles un magistrat doit statuer, doit arbitrer un conflit. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être sous pression, qu'il ne doit pas être en colère, qu'il ne doit pas subir de violence. Est-ce que ce n'est pas une violence que de lui donner 520 cas à traiter? Est-ce que ce n'est pas une violence que de ne pas lui offrir, lui permettre des conditions de travail? Nous voyons la loi de finances chaque année. Et quels sont ces postes budgétaires? Par dizaines de milliers. Est-ce que la magistrature dans ce pays n'a-t-elle pas éventuellement droit à avoir le double, voire le triple de l'effectif? Nous sommes aujourd'hui dans une ville comme Salé. Je vous donne un exemple. Une ville comme Salé. La deuxième de par la population. La deuxième de par la population et la deuxième de par le taux de criminalité après Casablanca. Oui. D'accord? N'a pas de cour d'appel, n'a pas de chambre criminelle. C'est la chambre criminelle de Rabat. Il y a une annexe. Il y a une annexe spécialisée dans le terrorisme. Ça, c'est autre chose, c'est juste parce que la prison est à côté. Ouais. D'ailleurs, en parlant de cette prison à côté, pourquoi ne pas envisager que cette prison soit une cour d'appel à Salé? Le découpage judiciaire, il y a une très belle... Il y a un déséquilibre. Tout à fait. Il y a une très belle cour d'appel à Aix-en-Provence, par exemple, qui est une ancienne prison. On peut envisager, d'un point de vue architectural, le même concept, vu que la population carcérale résidant à Salé est extrêmement mineure. Elle peut être reconduite ou dépaysée dans un autre établissement ou une autre maison d'arrêt. Mais quand même, la deuxième ville du Maroc n'a pas de cour d'appel, n'a pas de chambre criminelle. C'est-à-dire que ce sont les magistrats de la chambre criminelle de Rabat qui traitent Salé. Cela n'est pas normal. Et c'est un exemple que vous pouvez généraliser sur tout le Maroc. Donc nous avons un réel problème d'effectifs. Et d'ailleurs, sur toute la chaîne, vous avez un problème d'effectifs en matière de magistrats, vous avez un problème d'effectifs en matière de procureurs, vous avez un problème d'effectifs en matière de greffe et un problème d'effectifs au niveau de la police judiciaire, qui, elle, et bien sûr, fait le travail de fourmi sur le terrain pour éventuellement les différentes enquêtes et les différentes expertises. Donc là, il y a, pour justement répondre à ces objectifs de paix civile, répondre à ces objectifs d'équilibre et de stabilité durable, il faut absolument s'attaquer à la question des ressources humaines. Aujourd'hui, il y a un dialogue entre le gouvernement et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire où ils ont transféré la question de la ressource humaine au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais qui c'est qui négocie la loi de finances? C'est toujours le gouvernement. Donc il y a une espèce de confusion institutionnelle qui devra être définitivement réglée et arbitrée dans une logique générale de la réforme judiciaire. Il y a quelques années une grande assemblée de la réforme générale de la justice avec beaucoup de personnalités, d'universitaires, d'avocats, de magistrats pour penser cela. Il y a eu des rapports et des recommandations. Bon, peut-être que tout cela doit être refait. Maître, je vous pose une dernière question. Si on avait à nous inspirer d'un modèle, quel serait l'idéal d'après vous? Moi, je pense qu'il faudra partir de nos propres besoins. Nous nous inspirons. Rien copier sur personne. Il ne faut jamais rien copier sur personne, et d'ailleurs, c'est valable pour l'ensemble, pour tous les sujets. Là, la réforme judiciaire, nous parlons d'une justice, ce qui veut dire une justice qui dépend et qui est liée à une société. C'est-à-dire une justice qui répond aux besoins d'équilibre, de stabilité et de paix sociale d'une société donnée. Nous sommes inspirés pratiquement dans l'exercice quotidien par le modèle français. Nous héritons aussi du droit musulman qui a beaucoup de
beaucoup de zones positives. Nous pouvons aussi nous inspirer du modèle anglo-saxon. Donc nous sommes un peu entre ces trois grandes traditions judiciaires qui, une fois transposées sur la société marocaine, devra prendre la voie définitive vers un modèle marocain propre, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qui est le plus urgent pour vous en matière de réforme de la justice? Le plus urgent, c'est d'abord une question d'effectifs et une question de fragmentation des différents pouvoirs du procès pénal et aussi une question de réhabiliter la justice assise par rapport au ministère public qui, encore une fois, est encore en débat sur son statut de pouvoir judiciaire ou de pouvoir administratif. Donc, quelque part, réviser la loi 33-17 pour peut-être mettre des institutions, peut-être pas revenir à l'ancien modèle où c'était sous la tutelle du ministre de la Justice, mais voir quelles seraient les institutions de régulation, je ne dirais même pas de contrôle, mais quand même d'équilibre par rapport à ce pouvoir de poursuite, mettre en place une grande ligne sur la politique pénale, comment est-ce qu'elle peut être présentée, comment est-ce qu'elle peut être débattue, comment est-ce qu'elle peut être contrôlée. Donc c'est un peu le triangle qui pourrait agir sur cette réforme judiciaire et creuser, voire approfondir ce dernier déclenchement de la lutte anticorruption. Il ne faudra pas s'arrêter là, il faudra éventuellement creuser. Mais il ne faut pas que ça soit ou ça connaisse une dérive de type politique d'assainissement dans les années 90, qu'il y ait des guerres de chapelle et des règlements de compte entre les différents acteurs, mais que ça soit vraiment au service du Maroc pour un assainissement, pour qu'on puisse rétablir la confiance et donc effectivement reprendre de l'investissement, reprendre de l'adhésion d'une façon générale, de l'adhésion à tous les niveaux.